forcément. Il faut le reconnaître, le résultat. Mais les indépendantistes ont perdu des sièges, ont perdu des voix, en tout cas des pourcentages. Pas beaucoup de sièges, il y en avait 72 à la sortie, oui, il y en a 70 aujourd'hui. Ça se joue à la marge. Ils dépendent, comme pour la législature qui vient de se terminer, de 4 sièges d'un parti d'extrême gauche, anti-système, anti-marché, anti-État, anti-Europe. Donc tout cela n'est pas très facile à gouverner. Et puis l'agenda indépendantiste lui-même s'est heurté à un mur. Les entreprises, 3000 qui sont parties, l'Union européenne qui a dit très clairement qu'il ne pouvait pas y avoir de voix indépendantiste pour la Catalogne, et du côté de l'État espagnol, par aussi le fait qu'on a appliqué de manière très ferme l'État de droit. Donc il n'y a pas vraiment de solution, il y a une forme d'impasse, et il faudra sortir de cette impasse, me semble-t-il, je le dis très modestement, et je ne suis pas un acteur de la vie politique espagnole, par le dialogue, par le respect, par l'écoute, par le fait qu'on abandonne un agenda indépendantiste, mais qu'on dialogue entre Barcelone et Madrid. Et puis je veux souligner la victoire, en tout cas, du parti Ciudadanos, qui est un parti jeune, anticorruption, centre-gauche, centre-droit, qui est arrivé en tête. Et c'est la première fois aussi en Catalogne qu'un parti national, qui a un pied et à Barcelone et à Madrid, emporte en siège et en voix, en tout cas, qui arrive en tête. Mais c'est une impasse préoccupante. Et il faudra malheureusement beaucoup de temps pour soigner les plaies. Donc vous parlez d'impasse, Emmanuel Valls. On va écouter le président sortant de la région catalane, Carlos Puigdemont, qui est à Bruxelles, on le sait. Il n'est pas retourné en Espagne, sinon s'il y retourne, il va en prison. Et on l'écoute, voilà ce qu'il disait hier soir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris encore? Il faut sans doute que le gouvernement espagnol fasse des gestes, permettre à Carlos Puigdemont de rentrer, ça n'a pas de sens qu'il soit à Bruxelles, et sans doute libérer des gens qui n'ont fait que pour seule action délictueuse de la politique. Oui, mais bon, l'Espagne est une démocratie, c'est un État de droit. Mais c'est curieux de voir des responsables politiques en prison. Il y a une justice indépendante, il n'y a pas de prisonniers politiques. À la justice désormais d'agir. L'article 155 de la Constitution espagnole, il y a le même d'ailleurs dans la Constitution allemande, interdit toute sécession d'une région. D'ailleurs, nous réagirions en France de la même manière. Il s'arrêtera quand le Parlement sera mis en place au mois de janvier. Ça a toujours été l'engagement ainsi du gouvernement et du Sénat, puisque c'est le Sénat espagnol qui a mis en place cet article. Donc oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de majorité en voix pour les indépendantistes. Mais il y a une légitimation par les urnes quand même. Mais il y a des responsables qui ont été élus, bien évidemment. Ils étaient d'ailleurs déjà le gouvernement sortant. Ce qui a mis la Catalogne dans cette impasse, dans cette fracturation, c'est le projet indépendantiste. C'est la volonté de sortir de l'Espagne. Mais il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. Mais le projet indépendantiste, lui, moi c'est ma conviction profonde, hein, je pense que je ne me trompe pas, il est mort face à la réalité. Mais après, il faut retrouver la voie du dialogue et de l'apaisement. Mais ça mettra du temps, parce que c'est pas qu'un problème politique, c'est un problème très profond dans la société catalane. Est-ce qu'il ne faut pas, Manuel Valls, pour en sortir, passer par un référendum, cette fois officiel et légal, pour trancher cette question une bonne fois pour toutes? Et là, certes, je suis un spécialiste, je connais le dossier. Vous êtes impliqué, mais en même temps, je suis prudent, mais comme Européen, je suis aussi respectueux des pays qui respectent l'état de droit. Je parle là de l'Espagne, je parle pas de la Pologne ou de la Hongrie, je parle de l'Espagne. La Constitution espagnole ne permet pas à une région d'organiser un référendum, y compris légal, pour en sortir. Et je ne crois pas d'ailleurs, mais ça je m'avance, que l'idée d'un référendum qui permettrait à une région seule, sans que le reste de l'Espagne vote, de sortir de l'Espagne serait une bonne chose. Donc je pense qu'il faut mettre de côté l'agenda indépendantiste et dialoguer. Il y a de quoi faire, y compris pour approfondir le statut, l'autonomie catalane. Dialoguer, ça suppose des concessions réciproques. Alors, bien sûr. Qu'est-ce que ça suppose de votre point de vue comme concession de la part du gouvernement espagnol? Mais moi je suis respectueux aussi quand même des responsables politiques espagnols qui ont la possibilité de dialoguer. Mais pour votre information, vous le savez, il y a une commission au niveau du Parlement espagnol avec les grands partis, le Parti populaire, Parti socialiste et Ciudadanos qui vient donc de remporter cette élection, que j'ai soutenue d'ailleurs dans cette campagne. Il y a une commission pour réfléchir à une réforme de la Constitution, celle de 1978, qui est au cœur du pacte démocratique espagnol et qui est particulièrement démocratique et progressiste. Donc il y a des revendications fiscales, enfin de gestion de l'impôt pour la Catalogne pour être au même
même niveau que le Pays Basque. Donc j'imagine qu'il y a de quoi discuter. Mais pour discuter, il faut se comprendre et il faut apaiser. Donc il y a plusieurs semaines avant qu'on mette en place le Parlement catalan et le nouveau gouvernement catalan. Ça va mettre du temps. Ce parti d'extrême gauche avait exigé d'ailleurs un agenda indépendantiste et sécessionniste aux indépendantistes, aux autonomistes, aux catalanistes désormais de prendre leurs responsabilités, de trouver eux aussi la voie de l'apaisement, même si le dialogue il est forcément réciproque. Vous disiez craindre il y a quelques minutes, Manuel Valls, des incidences en Europe. En France, les Corses ont voté il y a quelques semaines. Les nationalistes ont remporté les élections régionales, 56% des voix. Est-ce que vous craignez des incidences également en Corse sur la situation, sur l'évolution de la Corse dans les l'Europe est fragile avec le Brexit, avec les gouvernements qui mènent des politiques très égoïstes, d'ailleurs, comme la Pologne ou la Hongrie. D'ailleurs, je me félicite que l'Union européenne ait lancé un avertissement très, très puissant à l'égard du gouvernement polonais. Il y a la constitution tout de même d'un gouvernement avec l'extrême droite en Autriche, c'est inquiétant. Vous savez toujours qu'il y a une revendication particulière en Italie du Nord. Et en France, on peut connaître ce type de système, même si nous avons une autre histoire. La Corse, c'est différent. C'est une île qui a un statut aujourd'hui aux dirigeants qui se succèdent, autonomistes d'ailleurs, pas indépendantistes. Simeoni ne se revendique pas, lui, contrairement à Talamoni. Ils sont ensemble les deux. Il y a les deux, mais ils n'ont pas un agenda indépendantiste. D'ailleurs, nous ne pourrions pas le permettre. À eux, d'ailleurs, de faire vivre le statut que nous avions négocié, qui est la fusion de la région et des deux départements. Et puis, je le rappelle, la Corse, c'est pas 20% de la richesse nationale de la France, comme l'est la Catalogne par rapport à l'Espagne. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a une remise en question, en effet, des frontières. Il y a une crise identitaire. Mais je rappelle que toucher aux frontières en Europe, c'est dangereux et que l'histoire elle est tragique et que le pire peut se reproduire si nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe. Manuel Valls, notre invité ce matin sur France Info. 8h41, l'info Edwige Coupez. Valls est notre invité jusqu'à 9h, Jean-Michel Apathy. Edwige Coupez le mentionnait, la politique de l'immigration du gouvernement fait débat et notamment au cœur des débats là, le Premier ministre a reçu des associations, des représentants d'associations qui aident les migrants, une circulaire prise par Gérard Collomb qui prévoit que des envoyés de la préfecture essaieront dans les centres d'hébergement d'urgence de voir qui est en situation légale, qui ne l'est pas, et ça suscite beaucoup de critiques parmi les associations. Le président de la FNARS indique ce matin dans Libération qu'ils n'appliqueront pas, s'ils le peuvent, cette directive. Il parle de résistance passive. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas retirer cette directive qui a l'air d'être mal comprise et très peu applicable en l'état? Non, écoutez, moi je connais ces débats. Oui. Ça me rappelle d'ailleurs quelques souvenirs quand j'étais ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, parce qu'il a fallu évacuer la jungle, comme on disait, de Calais. Mais aller dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est rompre avec une pratique d'accueil pour les gens qui sont dans le besoin. Je ne comprends pas pourquoi les associations, ou certaines d'entre elles en tout cas, n'acceptent pas ce débat. Moi, je soutiens pleinement Gérard Collomb, parce que je connais la difficulté de l'exercice. Et puis, il faut se fixer des objectifs simples, parce que c'est un vieux débat, et chacun peut être d'accord là-dessus. Nous devons à tout prix maintenir, préserver le droit d'asile. C'est un droit universel, c'est un droit constitutionnel, et c'est la générosité vis-à-vis de ceux qui fuient la guerre, la torture, la persécution. Pour faire vivre le droit d'asile, il faut pleinement distinguer ceux qui ont droit à l'asile, ceux qui ensuite sont déboutés du droit d'asile et qui seront normalement et logiquement, de manière humaine, mais renvoyés dans leur pays, et aussi bien distinguer l'asile de l'immigration. La circulaire, c'est autre chose. Je voudrais vous ramener à la circulaire. Faire rentrer des fonctionnaires dans les centres d'hébergement d'urgence pour repérer ceux qui sont en situation irrégulière, ça paraît être à beaucoup des acteurs de ce monde-là quelque chose d'insupportable. Je ne le crois pas. C'est la circulaire. Je ne le crois pas. Ce ne sont pas par ailleurs des policiers, parce que précisément, c'est une manière de faire le travail indispensable pour faire cette distinction, pas pour trier, comme cela a été dit, de ce mot épouvantable, mais tout simplement pour faire cette distinction et pour ensuite accélérer les procédures, parce que autant nous avons réussi à donner beaucoup de moyens, je l'ai fait à l'OFPRA, qui est en charge les demandeurs d'asile, on a doublé le nombre d'agents, on est passé de 400 à 800, les procédures se sont réduites autour de 3 mois, on va aller vers le 2 mois, autant il faut plus de moyens pour les préfectures, plus de moyens pour la CNDA, cette cour qui examine les recours, pour gagner en efficacité. Si on veut faire vivre le droit d'asile,
d'asile, si on veut le préserver, si on veut accueillir, ça a été le cas encore, tous ceux qui fuient la guerre, par exemple au Soudan ou en Libye ou en Syrie, il faut être efficace. Donc, et vis-à-vis de nos compatriotes, il faut être clair. La circulaire, c'est pas un problème. Je pense que la circulaire, il faut la maintenir. Et puis, il faut là aussi de l'autorité de l'État. Et je trouve que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'incarne bien. Sur l'immigration, nous avons comparé les propos que tenait Nicolas Sarkozy quand il était président de la République aux propos que tient aujourd'hui Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Regardez le résultat. Si évidemment... Vous combattu Nicolas Sarkozy, mais finalement, il avait raison. Mais sur ces questions-là, et avec un peu d'expérience qui est la mienne, au-delà des mots, des postures, oui, il y a forcément des continuités. Oui, parce qu'il s'agit de faire vivre le droit d'asile. La politique qu'a inaugurée Nicolas Sarkozy et la politique que mène aujourd'hui le gouvernement d'Édouard Philippe. C'est la même chose, c'est les mêmes principes et donc la politique que vous avez menée. Mais il y a forcément une continuité. Après, il y a des choix qui peuvent être différents. Je pense, et chacun le dit, et le président de la République l'a encore rappelé, on a besoin d'une politique très puissante vers l'Afrique. Très puissante. Pas seulement parce qu'il y a des guerres, pas seulement parce qu'il y a le drame épouvantable de tous ces migrants qui traversent la Méditerranée, dont beaucoup d'entre eux meurent, des hommes, des femmes et des enfants, mais parce que, nous le savons, la démographie en Afrique va se poursuivre, l'Afrique va doubler sa population, et demain, nous pouvons, au fond, avoir des défis encore plus considérables que ceux qui se posent à notre pays et à l'Europe. Donc il faut des politiques plus... Avec le recul, l'opposition, qui était très radicale contre Nicolas Sarkozy dans ce domaine-là, n'était pas forcément justifiée. Jean-Michel Apathy, j'adore moi ces jeux de rôle et les phrases qui sont les unes après les autres comparées, mais reconnaissez que le député et le maire d'Evry que j'étais, sur les questions de sécurité ou sur les questions d'immigration, a toujours une forme de cohérence. Et je crois que quand on est dans l'opposition, il faut se comporter comme si nous étions au pouvoir. Et quand on retourne dans l'opposition, ce qui n'est pas mon cas, il ne faut pas oublier qu'on a été dans l'exercice du pouvoir. Et les Français le savent, ce sont des sujets compliqués et qui méritent encore une fois de la méthode, de la détermination. Et puis surtout, si on veut rendre l'action publique efficace, à ce moment-là, ceux qui doivent être reconduits à la frontière, parce qu'ils sont déboutés du droit d'asile ou parce qu'ils n'ont pas de papier, oui, ils doivent être reconduits à la frontière. Ça nécessite beaucoup de moyens pour la police, la gendarmerie ou la police des airs et des frontières. Vous avez applaudi, Manuel Valls, l'éviction de Rokhaya Diallo du Conseil numérique au sein duquel elle avait été nommée. Vous avez édité un tweet au début de la semaine avec un seul mot sur ce tweet, normal, quant à son éviction. Et Rokhaya Diallo, qui est une militante qui se présente comme antiraciste, antiféministe, a dit ceci après son éviction. Je suis critique par rapport à mon pays et par rapport à son racisme et je pense que c'est mon devoir de citoyenne. Ça n'empêche pas, lorsque la possibilité m'en est faite, de vouloir essayer d'améliorer ce que j'estime problématique. Je suis critique vis-à-vis de mon pays, mais quand l'occasion se présente, j'ai envie de l'aider, je suis une citoyenne. Mais chacun d'entre nous a le droit d'être critique. Quelquefois, on a l'impression que des choses qui sont dites n'ont pas le droit d'être dites. Non, elles sont dites, et Mme Diallo, comme bien d'autres, s'exprime, mais elle n'est pas que critique à l'égard de son pays. Elle parle, et ça, moi, c'est un propos qui me supporte, enfin, sur le plan des idées. Elle parle de racisme d'État. Racisme d'État, comme si l'État, il y a du racisme et la discrimination dans notre pays. Il faut combattre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations en fonction des couleurs, des origines, de la religion ou du lieu d'habitation. J'avais moi-même parlé d'apartheid territorial, social et ethnique, mais parler d'un racisme d'État, c'est-à-dire l'État français, la police, l'administration serait intrinsèquement raciste, ça, c'est insupportable. Et quand on emploie ce genre de propos, d'après vous, on ne peut pas se retrouver dans un organisme officiel ou para-officiel? Je pense que le choix qui avait été fait était un mauvais choix. Et à partir de ce moment-là, il y a cette crise qui s'est posée à ce Conseil. Mais je pense que chacun d'entre nous s'en remettra. Manuel Valls, vous restez avec nous. D'autres questions à vous poser juste après l'info. 8h50, Edwige Coupez. Invité ce matin, Jean-Michel Apathy. L'élégance est une vertu dans la vie sociale en général et dans la politique en particulier. Édouard Philippe a été pris dans une polémique au début de la semaine. On lui reproche d'avoir dépensé 350 000 € pour avoir affrété un avion privé qui le ramenait, lui, sa délégation de Tokyo à Paris. Tokyo après avoir fait Nouméa à Tokyo sur un avion militaire, mais trop inconfortable, d'où la location de l'avion privé. Et pour se défendre, Édouard Philippe a dit bon, d'accord, j'ai dépensé un peu d'argent, mais il y en a d'autres qui en ont dépensé plus. Il parle de son prédécesseur à Matignon. On écoute Édouard Philippe.
C'est nettement moins cher parce que le voyage n'était pas identique. Le prédécesseur, en l'occurrence, c'est vous et pas Bernard Cazeneuve. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Ah oui, il y a eu quelqu'un dans l'intervalle. Je crois qu'il pensait à moi. Non, c'est vrai. Mais il pensait à vous. Oui, ça, il pense à vous. Je suis le Premier ministre avant lui à être allé en Nouvelle-Calédonie. C'est pas sympa d'avoir fait ça quand même. Oh, j'en ai parlé avec lui. Bon. Vous en avez parlé, qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais je lui ai dit ce que j'ai dit publiquement. D'abord, c'est très difficile à calculer. Et deuxièmement, c'est très cher. Oui, que, tout le monde en convient. Parce que tout le monde en convient. Moi, j'ai pris, mais c'est ainsi, j'avais la chance d'avoir ce qu'on appelle l'avion présidentiel qui est plus confortable à l'aller comme au retour. Oui. Mais ce n'était pas tout à fait le même déplacement puisque j'ai prolongé mon déplacement en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est pas très fair-play d'avoir sorti cet argument. Édouard Philippe est fair-play d'une manière générale. Ça vous a agacé quand même? Je m'en rappelle. Non, rien ne m'agace, vous savez. Si. Il y a plein de choses qui vous agacent, mais vous le cachez bien ce temps-ci. Non, mais par exemple, il a rappelé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale et fait applaudir l'hémicycle. Il a rappelé mon combat contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, je retiens cette élégance. D'accord, vous retenez cette élégance et moi je retiens que vous lui avez dit quand même, c'est pas sympa d'avoir fait ça. Vous lui avez dit comme ça? Je lui ai dit mieux que ça, avec élégance. Vous lui avez dit avec élégance. Sur le fond. Sur le fond, voilà. 350 000 € Manuel Valls pour gagner 2 heures de trajet et un peu de confort, est-ce que c'est justifié? Mais écoutez, moi, de toute façon, aux yeux des Français, aux yeux de celui qui gagne le SMIC, qui est au RSA, non, c'est pas la question. Qui a un petit salaire, ces sommes en soi sont déjà... Non, c'est pas la question de la somme, c'est la question de la facilité avec laquelle on dépense l'argent public. Voilà. Il y a un problème d'agenda qui a été mal calé, on va dépenser 350 000 € pour corriger ce qui a été mal fait. Ceux qui gouvernent ont droit à pouvoir revenir d'un aussi long déplacement, 4 jours en Nouvelle-Calédonie, 7 ans, il faut une grande concentration. Le dossier, je le connais bien, je préside une mission à l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie, est extrêmement complexe. Le Premier ministre a le droit, et lui et son équipe, la polémique ne vous paraît pas justifiée? Elle me paraît. Je la comprends dans le monde dans lequel nous vivons et avec l'attention qu'il faut porter, bien sûr, à la dépense publique. Mais elle me paraît pas justifiée, non. Vous soutenez Emmanuel Macron. France Info rendait public hier un sondage au Doxa. Emmanuel Macron retrouve un regain de popularité, ce qui est assez rare dans l'histoire des présidents de la République. Quand on commence à perdre le contact avec l'opinion publique, en général, c'est durable. Ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Mais ce sondage disait aussi, puisque vous le soutenez, c'est intéressant d'avoir votre opinion, qu'Emmanuel Macron, c'est vraiment le président des riches. Trop de réformes en direction des riches. C'est embêtant, ça, à votre avis ? Non, mais je pense qu'une politique se juge sur le temps. Et d'ailleurs, c'est pour cela sans doute que les Français lui font davantage et désormais confiance qu'il y a quelques semaines. Parce qu'il y a une méthode, parce qu'il y a une explication permanente, parce qu'il y a des résultats. En tout cas, il y a des réformes qui sont engagées. Donc l'équilibre d'une politique, à la fois le soutien aux entreprises, une politique pro-business, alléger la fiscalité parce qu'on a besoin aussi d'investissement dans notre pays, va de pair avec une politique sociale, un pacte social pour les plus pauvres et pour ceux qui sont en difficulté. Il y a peu de gens qui font de la politique et qui emploient la formule pro-business. Vous le faites sans complexe. Oui, parce que je pense qu'il faut soutenir les entreprises. Il faut que notre pays soit un pays avec beaucoup d'investissements étrangers. Et je l'avais dit d'ailleurs dans tous mes déplacements à l'étranger comme Premier ministre, oui, nous sommes un pays pro-business. Et notamment avec ce qui se passe à Londres avec le Brexit, accélère sans aucun doute ce mouvement. Mais il faut penser, bien sûr, à ceux qui ne verront pas les fruits de la croissance, à ceux qui ne sont pas formés, qui ne trouveront pas un emploi qui correspond à leur formation aujourd'hui. Il ne faut pas être que le président des riches. À ceux qui sont sortis depuis longtemps du marché du travail. Je pense par exemple qu'il faut une réforme puissante pour avoir des outils de lutte contre la pauvreté plus performants, qu'il faut au fond un seul minima social et qu'on réunisse, qu'on simplifie les minima sociaux pour gagner en efficacité. C'est un bon président, Emmanuel Macron ? Moi, je pense que c'est un président qui correspond aujourd'hui à ce que les Français attendaient. Il est meilleur que le précédent ? On sortait d'une période... C'est pas une bonne question ? Si, mais je vais vous répondre. Ah, c'est gentil. On sort d'une période longue, marquée à la fois par la crise économique. On en sort, grâce au contexte mondial, européen aussi. Et on en profite moins que les autres pays européens. Et au choix que nous avons fait avec François Hollande, le pacte de stabilité... Ces résultats sont un peu les nôtres, c'est ce que vous nous dites. Oui, mais... De toute façon, tant qu'il y a un niveau de chômage élevé, il ne faut pas faire de cocorico. Et les choix qui sont en train d'être faits, c'est pour rattraper le retard par rapport à d'autres pays. Et en même temps, il y avait aussi un rejet des responsables politiques. D'où les élections du mois de mai et du mois de juin. Et une volonté très forte d'incarnation. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que Emmanuel Macron
incarne bien. Et donc, c'est dit. Meilleur que le précédent ou pas? J'ai travaillé avec François Hollande pendant 5 ans et vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de désagréable à l'égard de François Hollande. Pratiquer le pardon de beaucoup d'offenses ce matin. Et c'est bientôt Noël. La vie, c'est des montagnes russes. Oui. Il y a un an, Manuel Valls, regardez. Oui,